Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, je suis ravi de vous retrouver. Ils ont grandi dans un monde en crise avec des écrans au bout des doigts. La génération Z, la Gen Z, ceux qui sont nés à partir de la fin des années 90, ont appris à évoluer en des temps troublés, avec un climat qui s'emballe, avec une société qui se fracture. Alors comment s'engager en 2025 quand on a moins de 30 ans ? On va poser la question dans un instant à nos invités qui ont tous des parcours riches et inspirants, vous allez le voir. Mais d'abord, regardez ce chiffre qui interpelle. 2 jeunes sur 3 en France se sentent considérés comme des citoyens de seconde zone. Carla Butting avec Denis Leroy sont allés à leur rencontre près de Saint-Nazaire. Regardez. Bienvenue à Montoire de Bretagne, commune portuaire et industrielle d'à peine 7000 habitants située aux portes de Saint-Nazaire. Ici, un habitant sur 3 a moins de 25 ans et la commune se distingue aussi par des taux d'abstention records. Aux dernières élections européennes, 56% des personnes ne se sont pas déplacées dans les bureaux de vote. Alors on va partir à la rencontre de ces jeunes électeurs pour les interroger sur leur rapport à la vie politique. C'est parti. Amélie, vous avez 21 ans. Est-ce que vous avez déjà voté à des élections ? Non, du tout. Je trouve c'est beaucoup des paroles en l'air et finalement, en fait, y a des choses qui ne coïncident pas et je ne veux pas participer à ça, quoi, finalement. Bonjour Inès. Toi, tu as 16 ans, tu n'es pas encore en âge de voter, mais est-ce que ça t'intéresse la vie politique ? Alors, c'est vrai que je ne m'y intéresse pas trop. Je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais sinon, je ne prends pas le temps de regarder ça aux informations ni rien. T'as l'impression que les politiques ils s'adressent assez aux jeunes ? Non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour mieux faire ? S'adresser plus à nous, peut-être aussi. Je pense que chaque citoyen doit essayer de s'intéresser à ce qui se passe dans la vie politique. C'est notre quotidien en soi. C'est exprimer sa voix pour montrer ce qu'on veut, ce qu'on attend aussi de la société. Pour trouver des jeunes à Montoire de Bretagne en pleine journée, le plus simple reste de se rendre à proximité d'une grande surface. On va aller voir certains jeunes qui vont faire leurs courses. Est-ce que vous avez voté aux dernières élections ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que je me sens pas vraiment concernée. C'est pas une priorité dans ma vie. Mes parents ont toujours voté, mais c'est pas quelque chose qu'ils m'ont forcément transmis. Moi, c'est pas un sujet qui m'intéresse forcément à écouter, à regarder. C'est pour ça que j'évite les chaînes d'information. Est-ce que vous parlez beaucoup de politique à la maison ? Pas du tout. Pas du tout parce que en fait déjà pour moi le repas à table c'est plus pour parler plaisir. Politique je vois pas où il est le plaisir dedans. On entend de tout, des personnes qui votent pas parce qu'ils sont fatigués, d'autres qui ne votent pas parce que ils n'ont pas grand chose à faire. Je pense qu'on s'est battu pour avoir le droit de vote, tout le monde s'est battu pour avoir le droit de vote. C'est un droit, donc on peut l'utiliser, il faut l'utiliser. Par désamour, défiance ou désillusion, parfois la jeune génération semble s'éloigner de plus en plus de la vie politique. Mais ce que nous avons constaté ici aujourd'hui à Montoire de Bretagne, c'est que tous les jeunes interrogés ont accepté d'en parler ouvertement devant notre caméra. D'ailleurs, la plupart d'entre eux envisagent d'aller voter aux prochaines élections municipales en mars. Merci Carla, voilà, on entend à la fois de la désillusion et en même temps un intérêt quand même pour le fait d'exercer le droit de vote. Clémence Nguyen, bienvenue. Merci. Vous êtes angevine, vous avez 27 ans et vous avez créé avec votre mari il y a 3 ans une plateforme numérique pour donner de la voix aux catholiques. On va en parler. Tom Esnault, bonjour. Bonjour Jérémy. Alors vous avez 28 ans, vous êtes nantais et vous êtes un militant de la génération climat. Vous vous êtes engagé, vous avez organisé beaucoup des marches climat qui ont rassemblé beaucoup de jeunes à Nantes. Et vous avez depuis quelques années bifurqué vers un accompagnement davantage des élus directement. Merci à vous d'être également ici. Louis Roquebert, bonjour. Bonjour Jérémy. Vous êtes le seul parmi nous 3 à être directement engagé en politique. Vous êtes aussi le plus jeune, vous avez 23 ans. Vous êtes choletais et vous êtes tombé dans la marmite de la politique dès l'âge de 15 ans. Vous avez participé à plusieurs campagnes et aujourd'hui vous êtes président national des jeunes macronistes, des jeunes en marche. Alors justement, je vais vous poser la première question. Vous êtes un peu un ovni au sein de la jeunesse, très
très peu aujourd'hui croient et choisissent de s'engager en politique. Qu'est-ce que vous entendez de la part des jeunes qui ont votre âge, qui n'ont pas suivi ce parcours-là? Ils vous disent quoi? Ils vous disent, ils disent, qu'est-ce que tu fais là-dedans? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? On l'a entendu dans le reportage. Globalement, on a effectivement une forme de désintérêt de la chose publique, de la chose politique, de la part de la jeunesse, mais plus globalement aussi de la part de la société en général française. On a de moins en moins de gens qui s'engagent dans les organes partisans, malheureusement, alors que pourtant c'est pourtant le cœur de la démocratie. Et donc le rôle qui est le nôtre, notamment avec le Jeune en Marche, c'est essayer de réintéresser les jeunes à la politique et de faire en sorte... Et vous qui avez seulement 23 ans, qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes de votre entourage? J'ai des amis, moi, à Cholet, qui sont pas engagés politiquement, mais qui ont toujours vécu l'engagement par le mien, en quelque sorte, et qui ont participé à mes campagnes aussi, alors qu'ils ont pas participé... Est-ce que vous connaissez des jeunes qui ne sont pas engagés du tout politiquement? Bien sûr, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Simplement que parfois ils votent, parfois ils essayent de s'intéresser, mais ils se sentent parfois aussi loin de certains sujets brûlants d'actualité parce qu'il y a beaucoup de bruit permanent et il faut trouver la manière dont on réintéresse les jeunes à la politique, mais au-delà de la classe politique, les intéresser réellement au sujet de fond, parce que c'est ça aujourd'hui qui doit importer, c'est de quelle manière en fait, quelle vision de société on a concrètement et qu'est-ce qu'on veut comme pays finalement. Cette vision de société, ce pays que l'on veut, il s'est exprimé, cette vision s'est exprimée lors des marches que vous organisiez, Thomas Snow, avec la volonté de faire bouger les choses au niveau du climat. Et on a senti dans le reportage, et vous devez connaître des militants qui sont passés par là aussi, une forme d'écœurement face à peut-être des résultats qui ne sont pas à la hauteur des attentes, une forme aussi peut-être pour vous de lassitude. Oui, alors déjà, juste pour nuancer le reportage qu'on vient de voir, quand même, aux dernières élections législatives, il y a 60% des jeunes qui se sont mobilisés pour aller voter, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit moment. En 2022, c'était moins de 50% Vous trouvez que c'est... Donc moi, je trouve qu'au contraire, c'est hyper positif. Ça fait quand même 40% de... Oui, mais c'est quand même très, très positif. Par contre, je suis assez d'accord, notamment Inès qui racontait que ils ne se sont pas représentés. Et là, pareil, je regardais, je m'en préparais l'émission, dans la Convention nationale des étudiants, qui raconte que 80% des étudiants ne considèrent que leurs intérêts ne sont pas représentés dans les décisions politiques. Donc, d'un côté, on va avoir, c'est un peu le serpent qui se prend la queue, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des élus qui parlent à leur électorat, et faut le dire, aujourd'hui, c'est davantage des personnes plus âgées qui vont se déplacer. Et donc, du coup, on va parler avec des propositions politiques qui leur parlent davantage. Les politiques qui parlent aux électeurs les plus âgés, qui oublient les jeunes, c'est ce que vous dites, c'est intéressant. ça. Et puis, d'un autre côté, on va avoir les étudiants qui disent, regardez, les hommes et les femmes politiques, en fait, ils parlent pas de nous, en fait. On n'est pas considérés, alors pourquoi on se déplacerait? Et donc, en fait, moi, partant de ce constat-là, je me suis dit que non. En fait, on a notre place à jouer, les jeunes, et notamment pour ces enjeux de climat. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en 2018, avec ce grand mouvement national porté par Greta Thunberg, la jeune Suédoise, que du coup, on s'est dit, oui, c'est le moment, il faut mobiliser. Et là, on voit des images. En 2019, jusqu'à 10 000 personnes dans la rue. C'était énorme. Oui, il y a eu plus de 10 000 personnes ce 15 mars 2019. Mais justement, après cela, il y a eu le Covid, on le sait. Il y a eu aussi, on le voit, le climat est mis un petit peu de côté en termes de priorité affichée. Ça, pour un militant comme vous, qu'est-ce que ça génère comme sentiment? De la frustration? Oui, effectivement, c'est frustrant. Après, il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'on a une mobilisation qui est très forte jusqu'en 2020, et puis il y a le Covid. Et le Covid a fait basculer, mais alors pas que pour les jeunes, les générations climat, de manière générale, pour les associations, les bénévoles se sont démobilisés. Alors là, ça revient tranquillement. Mais de nouveau, moi, je ne trouve pas que les jeunes se démobilisent tant que ça. À nouveau, si on reprend le baromètre de France Bénévolat, à nouveau, j'ai regardé là, en fait, il dit des choses qui sont très claires. Les jeunes de 18 à 34 ans se mobilisent autant que les plus de 65 ans. On va en parler des formes de mobilisation différentes. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme de désamour qui s'accentue dans la jeunesse vis-à-vis de la politique à l'ancienne, la manière de faire traditionnelle. Vous, Clémence Nguyen, vous côtoyez aussi des jeunes dans votre métier. Je rappelle que vous êtes animatrice au sein d'un lycée catholique. Est-ce que vous diriez que les jeunes, vis-à-vis de la politique traditionnelle, ont perdu la foi? Alors, ils ont pas la même vision de la politique aujourd'hui que nous on a pu avoir ou que nos parents ont pu avoir. Aujourd'hui, moi en tout cas, mon engagement il est plus sur le numérique et on voit en fait que les jeunes vont beaucoup plus sur les réseaux. On le voyait aussi dans le reportage. Vous, ça vous parle moins, les campagnes telles qu'on les faisait auparavant, le tractage, les meetings? Ça existe toujours. Ça existe toujours. C'est juste qu'on montre aussi sur les réseaux d'autres formes de campagne qui se fait beaucoup aussi dans la communication, dans l'image et dans comment on va s'adresser aux jeunes. Ça vous parle plus?
Moi, ça me parle plus parce que je Pourquoi suis présent beaucoup sur les réseaux sociaux de par mon engagement avec mon expérience de Dieu. Mais en En fait, tant que citoyenne, pourquoi est-ce que ça vous parle davantage, cette façon de s'adresser aux électeurs à travers notamment les réseaux sociaux? parce que c'est là où ils sont beaucoup. En fait, on passe énormément de temps maintenant sur nos écrans. Alors, on peut s'en plaindre, on peut trouver que c'est très négatif, mais aussi on peut trouver un impact positif. On peut aussi voir le bon côté des choses, que voilà, maintenant, on rejoint les personnes là où elles sont le plus souvent. Personne sur ce plateau ne peut nier qu'on passe énormément de temps sur notre téléphone. Et justement, je vais vous montrer un sondage très récent qui est assez riche en la matière. On voit les formes d'engagement privilégiées, jugées les plus efficaces par la jeunesse. On voit qu'en premier, 63% des jeunes estiment que c'est utile, efficace d'informer sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est le vote aux élections. On l'a vu dans le reportage, ça paraît étonnant, mais qui reste quand même assez considéré. Et ensuite, s'engager dans une association. Alors vous, Tom Esnault, vous avez fait un peu les trois. Tout à fait, effectivement. Pour ce qui est de l'engagement dans une association, vous appartenez à une génération qu'on dit parfois éco-anxieuse. Il y a une inquiétude face au devenir de la planète. Est-ce que pour vous, c'est un moyen de garder espoir? Complètement. En fait, c'est exactement comme ça que moi je suis rentré dans les mobilisations pour le climat. Bon, déjà en 2018-2019, c'était pas très glorieux, c'était quand même très anxiogène les informations qu'on avait. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça s'accentue. Et donc, face à ça, effectivement, il y a deux réactions possibles. Soit on est paralysé, et donc l'éco-anxiété prend le contrôle de notre être, et donc on ne peut plus rien faire. Ou alors au contraire, on se dit que il faut agir, se mobiliser. Et donc c'est comme ça moi que je suis arrivé effectivement dans le milieu associatif. Derrière, l'un des fondateurs de Youth for Climate, donc tout le mouvement de Greta Thunberg, aussi se mobiliser davantage sur le terrain auprès des élus. Et donc après, voilà, je suis devenu collaborateur parlementaire écolo. C'est votre lien avec Louis Roquebert. Tous les deux, vous avez fait un peu de la politique, donc pas du même bord, on le comprend. Non, tout à fait, pas du même bord, mais je pense qu'on a de forts conviction écolo. En tout cas, on est conscient, nous les jeunes, que c'est un sujet majeur, bien plus d'ailleurs que des sujets qu'on rabâche à longueur de journée comme la sécurité et l'immigration. Non, en fait. Nous, ce qu'on veut quand même, c'est d'habiter sur notre maison commune en bonne santé. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé tranquillement dans l'engagement. Et là, je continue aujourd'hui à m'engager sur ces questions-là de climat, d'environnement, au sein d'une association qui s'appelle Ensemble sur nos territoires. Et donc un moyen à la fois de trouver du sens dans l'action et puis aussi de combattre une forme de désespoir, de morosité face à l'avenir du monde. Mais exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation, comme je le disais, qui est pas très glorieuse. Et donc de se mobiliser, parce qu'en fait, l'engagement, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une activité de sociabilité. Et donc, on rencontre des gens qui sont justement, qui portent un espoir aussi de faire changer les choses. Et on le voit concrètement. De plus en plus, les élus font appel à des jeunes pour recueillir leurs avis, les faire réfléchir sur des sujets. Moi, je pense par exemple à la maire Aurélie Mézières, la maire de Plessé, qui ouvre justement les commissions en Loire-Atlantique, qui ouvre ses commissions d'élection, dans sa mairie, à des jeunes non élus, donc les plus de 14 ans notamment. Je rebondis sur ce que vous dites, Louis Roquebert. Vous avez commencé tout jeune, à 13 ans, dans un conseil de jeunes à Cholet, et après vous avez suivi le cursus politique, alors vraiment le plus classique qui soit. Vous avez fait la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 comme simple militant. Après, vous avez candidaté à des élections municipales, départementales. Vous avez travaillé dans le cabinet de 2 ministres, et puis aujourd'hui vous êtes, je l'ai dit, président national du mouvement de jeunesse, les jeunes, tout à fait, exactement. Est-ce que pour vous cet engagement partisan, c'est aussi un moyen d'exercer le pouvoir? Oui, mais ce que tu disais était assez juste, c'est que on part d'un point de départ qui est comment on intéresse les jeunes, en les faisant participer au niveau local à des projets. On a beaucoup de jeunes qui s'engagent aussi sur des causes au début, que ce soit la cause climatique ou d'autres causes qui nous tiennent. Vous avez fait, vous, une marche climat en 2019, mais vous l'assumez, l'exercice du pouvoir, c'est ce qui vous intéresse? C'est parce que c'est la manière la plus évidente de pouvoir changer les choses directement. Parce que quand on a les responsabilités, c'est de cette manière-là qu'on peut réellement avoir un impact sur des centaines de milliers de personnes. Là, on vous voit à l'écran en train de prononcer un discours. La date est affichée. Lorsque vous avez été élu, avec des ministres, Gabriel Attal dans le public, c'est impressionnant, mais c'est impressionnant, c'est grisant. Discours, c'est stressant, c'est impressionnant. On n'y est jamais vraiment prêt. Et d'ailleurs, on peut faire 1000 fois mieux. On se dit toujours que c'était pas terrible, mais c'est comme ça. C'est un entraînement. Et
En fait, on n'est pas préparé à ça. Moi, je suis un jeune comme vous. On s'est retrouvé un peu là par la force des choses parce que, à croire à notre engagement, on se donne corps et âme dans cet engagement. On essaie de porter des idées, des propositions. Mais votre parcours est assez fulgurant. On y prend goût au pouvoir, même à votre niveau. Moi, à titre personnel, j'ai pas de mandat, si ce n'est celui que m'ont confié mes adhérents, en quelque sorte, les adhérents des Jeunes en Marche. Donc, j'ai pas de mandat réel confié par les Françaises et les Français. Donc, conseiller quand même des ministres, c'est pas rien. Oui, tout à fait. Mais justement, on essaye d'influer derrière sur des élus, sur des personnes qui sont aux responsabilités pour justement faire progresser nos idées et faire avancer la société. Influer, vous dites, c'est intéressant pour faire progresser la société. C'est exactement ce que vous faites aussi, vous, Clémence Nguyen, mais à travers les réseaux sociaux, à travers le numérique, avec cette plateforme que vous avez lancée il y a maintenant 3 ans. C'est une forme d'évangélisation 2.0 ? Tout à fait. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, on passe beaucoup de temps. Donc avec mon mari, on a constaté que voilà, on passait beaucoup de temps sur nos téléphones et plutôt que de regarder des choses inutiles, on pouvait aussi avoir un impact positif et nourrir les personnes, aider les personnes à nourrir leur foi, en tout cas dans notre engagement. Donc voilà, c'est ce qu'on propose avec notre média. Mon expérience de Dieu, voilà, on le voit. Des vidéos courtes de 2 minutes et on va regarder tout de suite, c'est un extrait. Quand j'avais 15 ans, mon papa est mort dans un accident de moto et il se trouve qu'il nous avait laissé un testament spirituel à tous ses enfants. Et dans ce testament, il nous demandait de continuer à prier tous les jours un « Je vous salue Marie ». Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait toute ma vie. J'ai été fidèle à ce « Je vous salue Marie ». Et puis en 2011, au JMJ de Madrid, c'est là que je me suis vraiment converti et c'est le moment où j'ai décidé que Dieu serait numéro 1 dans ma vie. Voilà l'un des plus de 300 témoignages qu'on trouve sur votre plateforme, plus de 100 000 abonnés tout de même. L'objectif, c'est au-delà du fait de témoigner, c'est aussi revendiquer sa foi, exprimer sa fierté d'être catholique. Alors oui, c'est inviter les personnes à être fiers de leur foi. Pendant longtemps, on a un peu caché cette foi. Voilà. La génération précédente peut-être ? Peut-être d'être plus à dire que voilà, la foi devait être privée et rester chez soi. Et nous, je pense, notre génération, là, dans les années à venir, on est en train, depuis quelques années, de s'affirmer davantage sur les réseaux, notamment sur les médias, pour montrer, pour faire communauté déjà, être ensemble, s'inspirer les uns les autres. Et puis, voilà, parce que c'est beau aussi de voir tout ce que Dieu a pu faire dans la vie des personnes qui témoignent. Dans un pays où la tradition de laïcité est très ancrée, ce renouveau de l'expression de la foi chez les plus jeunes, vous comprenez que ça puisse aussi peut-être un peu faire peur ? Peut-être, oui, parce qu'on se demande où ça va aller. Mais je pense qu'aussi on peut se rassurer en se disant que c'est une proposition. Voilà, les personnes qui ne veulent pas regarder tout ça ne sont pas forcées de nous suivre. Et voilà, c'est une proposition aussi pour nourrir les personnes, s'inspirer, être plus fort aussi ensemble. Inspirer, nourrir, avec ces fameux codes du numérique, ceux de votre génération, Tom Esnault. Vous, comment est-ce que vous faites très concrètement en termes d'arguments déployés pour convaincre les jeunes de votre génération ? On part des faits déjà, on dit la situation actuelle. On voit notamment que dans la COP30, ce qui en ressort, c'est quand même toujours pas très glorieux. Et puis derrière, on va leur parler, et puis ils le voient en fait. Enfin, je veux dire, il y a aussi ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'écologie, c'est vulgarisé. Ils se forment aussi, de plus en plus, on se forme. Et puis, il y a plein d'initiatives. Par exemple, moi, quand j'étais à l'université, il y a une belle initiative qui s'appelle le Manifeste pour un réveil écologique. Et donc, c'était un manifeste où les signataires s'engageaient derrière à travailler pour des entreprises, justement, qui respectent ces enjeux-là. Y compris dans l'entreprise qu'on choisit, c'est ce que vous dites aujourd'hui. La jeune génération a besoin de trouver du sens. Oui. Et puis, en fait, les entreprises le voient bien. En fait. C'est-à-dire que de plus en plus, ils veulent attirer leurs talents. Forcément, ils doivent de plus en plus montrer des gages d'engagement. Ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale, qui est davantage mise en avant. Exactement. Louis Roquebert, vous, du haut de vos 23 ans, vous le disiez, vous avez conseillé en matière de communication numérique les 2 derniers ministres des Affaires étrangères. Vous avez conçu et vous assumez une vidéo qui a fait jaser, celle du ministre des Affaires étrangères actuel, Jean-Noël Barrot, en reprenant les codes d'une série humoristique. Bref, on regarde. Bref, j'étais tranquillement à mon bureau en train de téléphoner quand on est entré. Monsieur le ministre, votre avion pour Johannesburg va partir. Je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai regardé, il m'a regardé et j'ai dit « Ah ».
Je te rappelle. Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. À Roissy, j'ai marché jusqu'à l'avion, dans des couloirs, sur des tapis, et comme j'avais pas terminé à mon bureau, j'ai continué mon appel. En arrivant à l'embarquement, j'ai lu Final Call. Je devais encore raccrocher pour monter dans l'avion. Alors, j'ai envoyé des messages. Tom Esnault, vous êtes convaincu? Alors forcément, pas forcément, parce que moi j'attends, on parlait tout à l'heure. Ouais, il manque un bout. Bon, en tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est qu'on est peu sur le fond. Donc, mais effectivement, je pense qu'il manque ça. Il faut pas non plus prendre les jeunes pour des personnes qui ne réfléchissent pas, qui sont pas capables de, justement, conscientiser et être politisés aussi. C'est-à-dire de plus en plus, on est en train de dire que les jeunes ne sont pas politisés. Moi, je pense qu'ils le sont. Tout à l'heure, on voit un reportage, ça les intéresse pas, ça les intéresse. Bon, moi, je trouve quand même que, globalement, ça les intéresse. Mais effectivement, c'est des modes de mobilisation qui sont différents. Et là, allez, Clémence Nguyen, je vous demande également votre avis. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait que ça, mais c'est important aussi de les attirer. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, de s'intéresser et d'aller à leur rencontre pour qu'ensuite, après, on puisse ouvrir un dialogue, une réflexion. Vous les entendez, ils sont plutôt aimables avec cette vidéo, mais malgré tout, on sent un peu le scepticisme. Bien sûr, trop de com, tue la com. Bien sûr, mais c'est que là, on a montré 10 secondes sur une vidéo qui en fait 1 minute 30 et qui justement porte à la fin un vrai message sur le multilatéralisme et aujourd'hui, de quelle manière le monde se fracture. Parce que c'est Bref, j'ai fait un G20 qui raconte donc le ministre des Affaires étrangères qui part faire le G20 à Johannesburg. Et aujourd'hui, sur un monde qui se polarise, se fracture, non plus sur des lignes géographiques nord-sud habituellement, mais plutôt sur des questions de fond, sur est-ce que justement on croit encore en l'impact du multilatéralisme. Et pour vous, ce message-là, il peut passer avec ce type de vidéo. Tout à fait, parce que pourquoi ? Parce que en fait, on met cette vidéo-là, on la met pas n'importe où, on la balance pas dans le 20h de TF1, on la met sur Instagram, sur son compte ou de France 3, évidemment, pardon. On est sur le service public. Et donc on la met sur Instagram pour intéresser les jeunes, parce que on reprend les codes d'une série qui se relance, parce que Bref 2 à ce moment-là sort, qui cartonne, qui est exceptionnel. Le Bref 1 avait déjà super bien marché. C'est un moyen de faire le buzz aussi, en quelque sorte. Évidemment, sur un phénomène. C'est tout simplement, on a un phénomène sur les réseaux sociaux qui s'appelle les bulles de filtre. C'est-à-dire qu'on est très vite enfermé dans notre propre cercle d'intérêt. Et donc, faire croiser les bulles de filtre, c'est la seule manière de pouvoir toucher plus largement le public. Et donc, on prend un code très large, Bref, en l'occurrence, une série très connue, qu'on croise avec Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, un petit peu moins connu peut-être, sur un sujet important, le multilatéralisme. Et ça donne cette vidéo étonnante, on va dire. En tout cas, voilà, vous avez pu chacun échanger votre avis sur cette vidéo. Clémence Nguyen, il y a aussi les limites de l'engagement. Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de l'aspect très chronophage de ce que vous faites. Vous avez un petit garçon, vous avez aussi un métier. Est-ce que vous ne gagnez pas d'argent sur votre plateforme? Est-ce que le jeu en vaut réellement la chandelle, tout cet investissement? Oui. Parce que quand on voit tout l'impact que ça a sur les personnes elles-mêmes qui témoignent et les personnes qui regardent ces témoignages, nous, ça nous touche. Et puis, nous, on a la chance avec mon mari d'être les premiers à regarder les témoignages quand on les reçoit. Et je peux vous dire que ça nous nourrit depuis 3 ans. Ça nous porte vraiment, ça nous fait grandir aussi. Ça nous fait voir tellement de visages différents. Beaucoup de visages différents, pardon, mais vous me disiez que tous les soirs, pratiquement, vous bien sûr, les bien sûr, mais en même temps, quand on est passionné par quelque chose, par un engagement, on a envie de donner du temps. La rançon de l'engagement, vous l'avez connue aussi, Tom Esnault. Vous avez fait ce qu'on appelle un burn-out militant, c'est-à-dire? Oui, alors c'est peut-être un peu fort, mais effectivement, à un moment donné, on se dit, ça prend beaucoup de place dans notre vie. C'est des sujets, à nouveau, sont très anxiogènes. Et donc derrière, on se dit, oui, il faut prendre une pause, prendre une distance. On voit bien qu'il y a des engagements qui vont même plus loin, qui peuvent être dangereux. Moi, je pense notamment à Amin Kessassi. J'ai une pensée pour lui, pour sa famille. Ce jeune militant marseillais. Oui, en fait, ça peut aller du narcotrafic. Les militants écolos, on voit dans d'autres pays qui sont aussi notamment en Afrique du Sud, où ça peut aller aussi très loin. Ce qu'on appelle le burn-out militant, clairement, c'est comme pour le burn-out en entreprise. À un moment donné, vous avez ressenti plus de carburant, plus d'énergie, besoin de... C'est ça. Et peut-être aussi des clivages entre militants écologistes. Vous avez, par exemple, à un moment donné, bloqué un centre commercial à Nantes. Oui. C'est une action que vous avez faite, mais il y a aussi des modalités d'action que vous ne souteniez pas. Et en manifestation, vous avez entendu un peu des noms d'oiseaux, j'ai envie de dire, un slogan pas très agréable. Racontez-nous. Oui, alors là, c'est du passé. Donc, moi, ce que je veux aujourd'hui dire... Tom Esnault, escroc, vous me racontiez. Oui. Tout le monde n'est pas d'accord sur les modalités d'action. Ça peut peser aussi. Par contre, ça permet de dire aussi que c'est une liberté d'expression. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Ça représentait 5 personnes dans une manif depuis 10 500 personnes. Qu'est-ce que ça vous a fait sur le moment? On prend un petit coup. Après, on se dit quand même que si c'est juste ça, pour mobiliser autant de personnes, le jeu en vaut largement la chandelle. Dire aussi, par contre, que les modes d'action sont pluriels.
Moi, je pense notamment aux pétitions. On l'a pas dit pour l'instant, mais c'est vrai que ça, c'est une mode d'expression qui va très loin, très fort. Bon, là, il y a eu plus de 10 millions de signataires pour la loi Duplon, contre la loi Duplon. Dernièrement, avant, dans les années 2019-2020, là, il y avait aussi eu des grosses pétitions. On voit des records régulièrement battus. Oui. Vous avez raison de le rappeler. L'engagement à travers le vote, c'est ce que vous avez connu en étant élu président des jeunes macronistes au niveau national. Mais là aussi, vous avez vécu, vous êtes en train de vivre, parce que c'est tout récent, une forme de déconvenue, puisque nos confrères de Radio France, dans un article, une enquête, ont révélé on fait part de suspicions de fraude avant votre élection. Lorsqu'on représente un peu la nouvelle génération, est-ce que ça ne fait pas un peu mauvais genre que de se voir reprocher des faits qui nous ramènent un peu aux vieilles pratiques d'autrefois ? Ça n'aide pas à ce qu'on a vu tout au début, c'est-à-dire à réintéresser les jeunes à l'engagement politique, tout simplement. Mais pour le coup, sur l'article de Radio France, si on en parle 2 minutes, c'est que il n'y a aucun élément concret qui démontre quoi que ce soit. On a essayé, nous, d'apporter justement le contradictoire, parce qu'on est venu nous voir en apportant des témoignages à charge expliquant effectivement que nous aurions bourré les urnes électroniques de la plateforme de vote. C'est vrai ? Eh ben non, c'est faux, parce que justement, on a essayé de démontrer par les faits qu'il n'y avait pas eu pendant plus d'1 an de vague d'adhésion massive. On a démontré. Vous avez en tout cas donné votre version des faits. Ouais, tout à fait. On approche de la fin de l'émission. J'aurais juste voulu avoir un petit mot de chacun sur le slogan, l'un des slogans phares de mai 68. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Vous êtes une génération qui parfois a qualifié la génération de mai 68 de boomer. En un mot, qu'est-ce que vous pensez de ce slogan, demandez l'impossible ? Est-ce que c'est encore possible quand on a moins de 30 ans en 2025 ? Oui, c'est important d'y croire. En tout cas, alors je vais dire d'avoir la foi, mais c'est important. Pour vous, ça reste important ? Oui, c'est important. Même question, très rapidement, Tom Esnault. Oui, alors moi j'aime bien dire qu'on devient vieux au moment où on commence à critiquer la jeunesse. Donc je nous souhaite à tous et tous de devenir vieux le plus tard possible. Donc évidemment, je soutiens pleinement ce slogan. Vous soutenez ce slogan, et vous, Louis Roquebert, pardon ? Chez les Jeunes En Marche, on avait même détourné ce slogan il y a quelques temps pour dire « Soyez progressistes, demandez l'impossible ». On est des éternels insatisfaits, donc bien sûr qu'on demandera toujours l'impossible. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous. C'était un échange très riche et vous retrouvez tout de suite la suite de Dimanche en politique. Excellent après-midi à tous. Merci.